d'introduire notre échange, je voudrais simplement vous donner une courte explication de l'œuvre qui se trouve en arrière-fond, j'allais dire, de la prise de parole ce soir et qui n'a aucun lien, bien sûr, avec la thématique qui vous est proposée. Cette œuvre est installée ici pour le temps du Carême. C'est un peintre suisse qui s'appelle Philipp Fretz qui a ici réinterprété ou interprété de manière contemporaine la Divine Comédie de Dante. Donc, poème littéraire, enfin le grand moment de la littérature italienne du XIVe siècle et poème théologique. C'est une lecture donc de l'enfer, du purgatoire et du paradis qui est ici visible avec des éléments, si jamais vous êtes suisse de Genève, de la géographie de la ville de Genève, puisque l'artiste est genevois. Et donc, si jamais vous êtes, pendant l'échange ce soir, intrigué par cette divine chromatie, comme l'appelle du coup le peintre, vous pouvez revenir dimanche au Temple Neuf à 16h30. Philipp Fretz va, pour le finissage, à nouveau donc présenter son travail. Et sur ce, je passe la parole à Jean-François Bourg qui va nous introduire dans cette soirée. Merci à tous. Voilà, merci beaucoup au pasteur Rudy Pop de nous accueillir chez lui ici, puisque le temple, voilà, il est donc responsable du lieu. Je voudrais aussi donc vous saluer, vous dire bienvenue, évidemment, en mon nom propre et au nom de l'association, l'une des deux associations organisatrices de cette soirée, donc Decere, dont je suis directeur, Démocratie, Construction européenne et Religion. Et donc ce soir, nous sommes en collaboration avec Respire, l'organisation donc de formation ici de la paroisse protestante du Temple Neuf. Je salue divers amis, nos amis de la région Grand Est en particulier. Voilà, et tout spécialement Philippe Breton et Dominique Young qui ce soir donc, ont accepté notre invitation à quelques jours donc, du coup d'envoi des élections, des premiers votes, du premier tour. Cela fait quelque temps que dans nos associations, nous nous posions la question d'une soirée de réflexion sur l'usage de la parole, justement en contexte démocratique, d'où le titre « Y a-t-il encore une parole démocratique ?» Alors ce soir, nous allons donner la parole à Philippe Breton, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, anthropologue de la parole et de la violence. Monsieur Breton, vous avez notamment publié La parole manipulée à la découverte, je crois, en 2020. Éloge de la parole aussi. Vous avez publié sur la violence, bien sûr. Et vous êtes actuellement donc directeur de l'Observatoire de la vie politique en Alsace, l'OVIPAL. Vous nous en direz peut-être un peu plus. Et vous êtes aussi actuellement administrateur national de la Croix-Rouge française. Voilà, et vous serez donc en dialogue ce soir avec Dominique Young, qui est donc bien connu à Strasbourg aussi, ancien rédacteur en chef des DNA, et qui donc est membre d'ailleurs de notre association Decere. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire pour présenter la soirée. Sauf peut-être à m'excuser pour l'horaire un peu étrange. Nous allons peut-être essayer de réviser aussi notre organisation au plan des horaires. Mais je poserai peut-être juste une question comme ça un peu provocante, mais en laissant M. Breton ensuite s'en saisir comme il voudra. Dans un régime démocratique comme le nôtre, au cours d'une campagne électorale, a-t-on vraiment le droit, que ce soit en foule ou pas, de tout à coup crier Macron assassin. Bien, merci Jean-François, merci Monsieur Pasteur Pop de nous accueillir ici. Donc la soirée, on va la faire en deux temps. Un premier temps, Philippe va faire un topo introductif et puis après on commencera la conversation. Il y aura aussi un micro baladeur si vous avez des questions. Donc cette soirée, on l'a faite effectivement
en lien avec les élections qui nous attendent, en partant du principe que la parole et la démocratie sont fondamentalement liées. Si la politique, l'enjeu de la politique, c'est la répartition du pouvoir, il faut savoir quels moyens de répartition du pouvoir on va choisir. Alors on a la force ou on a la parole pour essayer de faire participer l'ensemble d'une population et pas uniquement la loi des armes, comme on peut le voir, hélas, dans l'actualité contemporaine. Ce thème de la parole comme régulateur de la violence est au cœur du travail de Philippe Breton, et c'est à ce titre-là qu'on l'a choisi comme interlocuteur quand, au sein des deux associations que Jean-François Bourg a nommées, on a eu cette idée d'une soirée. Le nom de Philippe Breton s'est imposé immédiatement. Alors, moi, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais lui céder la parole donc, pour ce propos introductif qui nourrira l'échange ultérieur. Voilà. Est-ce que simplement en termes de sonorisation, c'est bon jusqu'au fond? Il n'y a pas de souci particulier? Très bien. Alors, on va continuer ainsi. Bien, Philippe, il faut appuyer pour que ça devienne vert, le petit voyant. C'est vert. Voilà. Bien, merci pour votre invitation. Merci Dominique d'avoir fait le lien avec les organisateurs de cette soirée. Vous m'avez invité pour partager quelques réflexions, mais aussi quelques interrogations sur la démocratie et sur la parole en démocratie. Je rappelle cette phrase qui contient tout de Jean-Pierre Vernant, le grand historien de la Grèce antique, qui dit « La démocratie, c'est le régime de la parole ». Je crois que tout est dit dans cette formule. Alors, je voudrais tout de suite tempérer toute interprétation pessimiste qu'on pourrait faire de mon titre. Y a-t-il encore une parole démocratique? Alors, je veux dire tout de suite, pour bien cadrer les choses, que nous sommes en démocratie aujourd'hui, que la parole circule, par exemple ce soir, et que ce serait une insulte à ceux qui vivent sous d'autres régimes contraignants que de contester ce que je viens de dire. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas des questions à se poser. La démocratie n'est pas éternelle. La démocratie est une option. Et c'est un lien social vivant, fragile. Et pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et c'est sur ces conditions que je voudrais poser avec vous ce soir quelques interrogations. Il y a 3 conditions que je poserai. Démocratie, c'est une langue. Il y a une langue démocratique. Si cette langue démocratique s'affaiblit, si nous ne l'apprenons plus, voilà une condition qui n'est plus remplie. La deuxième condition que je partagerai avec vous tout à l'heure est sur la question de l'intériorité. L'intériorité comme lieu de formation des opinions. Quand l'intériorité se rétracte, peut-on dire que la démocratie trouve encore une possibilité de développer ses valeurs de liberté, encore une fois, à se former l'opinion? Et puis la troisième condition, Dominique vient de l'évoquer, c'est la question de la violence, évidemment. Pas de démocratie dans une société, dans une communauté où la violence domine, où la parole n'est plus cette alternative fondamentale à la violence qu'elle constitue en démocratie. Voilà pour le cadre. Encore une fois, j'insiste, je ne vais pas. Vous savez que court beaucoup en ce moment cette idée que nous ne serions plus en démocratie, que nous serions en dictature. Bien évidemment, je ne m'inscris pas dans cette perspective-là. Nous sommes dans une situation qui est vécue comme un luxe, encore une fois, par beaucoup de gens qui aujourd'hui, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, s'ils prononcent un seul mot, peuvent se retrouver en prison. Nous ne sommes évidemment pas dans cette situation. Alors j'ai détaché mon propos de l'actualité politique immédiate, mais vous verrez qu'en sous-titre, à chaque phrase que je prononce, la question de l'actualité est présente. Et bien sûr, avec Dominique et dans le débat qui suivra, on pourra y revenir. Avant d'aborder ces trois conditions, je veux juste refaire un tout petit récit sur ce que c'est que la démocratie. Parce qu'après tout, c'est peut-être curieusement ce que nous savons le moins, enfin, pas ici, mais dans notre culture, nous souvenons-nous de ce qui est structurel, fondamental de la démocratie et de cette histoire qui naît
qui naît il y a 2500 ans à Athènes. Et la démocratie naît, c'est intéressant pour nous de peut-être de revenir très très rapidement sur ce point, la démocratie naît d'une circonstance historique très particulière à Athènes. Cette circonstance, elle est connue. La Grèce était sous un régime princier, sous un régime totalisant. Vous savez que les régimes totalisants, c'est le prince qui décide de tout, qui décide de l'allocation des biens, de la nourriture des familles, de la couleur des lacets. C'est une société qui est extrêmement totalisante. Ce sont ces sociétés qui sont héritières des cités-États du néolithique. La Grèce, à un moment donné, se trouve sans prince. Le prince est mort et il n'y a plus de continuité. Il n'y a plus de continuité. Et le peuple se trouve dans une situation étrange de ne plus avoir de dirigeants. Et c'est là que quelque chose se met en place progressivement, empiriquement. Il n'y a pas quelqu'un qui a comme ça conçu une théorie de la démocratie et puis on l'a appliquée. C'est quelque chose qui s'est construit pas à pas. Il y a deux innovations extrêmement importantes dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Deux innovations fragiles, j'y reviendrai, mais qui sont structurelles pour la démocratie. La première innovation, c'est de se dire, au fond, le prince était au centre de tout. Est-ce que nous devons remettre quelque chose au centre? Non. Laissons le centre vide. Constituons une assemblée, qu'on va d'ailleurs appeler en grec une ecclésia. Il y aurait beaucoup à dire sur la suite de ce mot et l'histoire de ce mot, bien sûr. L'idée, c'est de laisser le centre vide et que chacun puisse l'occuper tour à tour pour prendre la parole et donner son point de vue sur les décisions à prendre pour la cité. Cette idée d'assemblée qui délibère, alors évidemment, on est du point de vue démographique, on est dans des assemblées qui sont limitées. Aujourd'hui, les assemblées sont des assemblées de représentants, mais le principe est toujours le même. Et d'ailleurs, toutes les assemblées, toutes les architectures d'assemblées que nous connaissons, l'Assemblée nationale, le Sénat américain, sont la reproduction de cette ecclésia d'origine, c'est-à-dire un centre vide qui est occupé tour à tour par un orateur qui vient dire son avis sur les décisions à prendre. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, c'est cette idée qu'il faut, détotaliser la société. Là où les anciens régimes concevaient la société comme un tout, on active, les premiers démocrates activent un principe de séparation. D'abord en séparant, en séparant le religieux des décisions politiques de la cité. L'acropole, l'agora. Les Grecs démocratiques sont des gens extrêmement religieux. Il n'y a pas de question là-dessus. Il n'y a pas d'enjeu sur l'athéisme, la laïcité. Ce sont des gens extrêmement religieux, mais ils séparent, encore une fois, l'espace de l'acropole et l'espace de l'agora. Tous ceux qui ont été à Athènes voient bien la répartition géographique à Athènes de ces deux lieux. Et l'agora, c'est le lieu, évidemment, de l'ecclésia. C'est là où on vient débattre des affaires publiques. Et ce principe de séparation, il continue parce qu'il y a une autre innovation dont nous sommes héritiers aujourd'hui et qui est extrêmement importante pour la démocratie, qui est la séparation des différents lieux de décision. Séparation du judiciaire, du législatif et de l'exécutif. C'est un indicateur extrêmement précis de l'état de démocratie d'une société. Une société qui ne sépare pas ces trois instances, vous n'avez pas besoin de longues dissertations, c'est une société qui n'est pas démocratique. Quand le pouvoir politique contrôle le judiciaire et fait les lois, on retombe évidemment dans cette société totalisante, totalitaire aujourd'hui. À cela, d'ailleurs, il faudrait ajouter le quatrième pouvoir qu'est les médias, puisque cette séparation, évidemment, concerne aujourd'hui l'univers des médias. Et puis une séparation fondamentale entre les individus. Là où dans le régime totalisant précédent, dans le régime princier précédent, les personnes sont sujets du prince, appartiennent au prince, la démocratie inaugure un principe de liberté, nous n'appartenons qu'à nous-mêmes, et c'est cette idée de fractionner une société en autant d'individus, et individus qui sont posés par principe comme égaux. Mais il ne faut pas se tromper sur le monde grec. L'égalité dans le monde grec, ce n'est pas l'égalité économique, ce n'est pas l'égalité culturelle, c'est beaucoup plus concrètement et de façon beaucoup plus mesurable, d'ailleurs, l'égalité des temps de parole. Les Grecs sont arc-boutés sur l'idée des temps de parole. Les temps de parole doivent être égaux, et si quelqu'un dépasse le temps de parole, c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement grave, voire comme un délit.
Alors voilà, juste ce petit rappel sur la façon dont s'est constituée cette innovation dont nous héritons aujourd'hui, démocratique, qui fait que la démocratie, c'est le régime de la parole, mais pas de n'importe quelle parole. Alors pour que la démocratie puisse se déployer, il faut évidemment un certain nombre de conditions. Et c'est sur ces conditions que je voudrais revenir ici. Je vous les ai annoncées tout à l'heure, une condition concernant le langage, une sur l'intériorité, une sur la violence. Première condition sur le langage. Tout régime politique a ses propres normes de langage. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étrange. Nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes dans un régime démocratique et nous obéissons à des normes de langage qui sont celles de notre société. Mais tout régime politique a ses propres normes de langage. Les régimes totalitaires modernes ont une langue spécifique. De nombreux travaux ont montré qu'il y avait une langue du nazisme. Et que d'ailleurs les régimes totalitaires, quand ils s'installent, commencent d'abord par transformer la langue, par changer la langue. Il y a une langue du nazisme qui met en avant des valeurs extrêmement fortes, y compris dans le langage, dans l'énonciation, dans les concepts utilisés, dans les préférences linguistiques, qui met en scène par exemple la radicalité comme une vertu. La radicalité, c'est la vertu centrale du nazisme, et c'est quelque chose qui va se retrouver, qui va évidemment organiser la langue. Il y a une langue démocratique. Il y a un langage démocratique. Ce langage démocratique, il a été... Alors c'est très intéressant de voir comment il a été institué. Moi, je fais un petit retour à Aristote, parce que c'est Aristote qui a observé dans la Grèce démocratique la constitution de cette langue démocratique, et vous allez voir que ça a des conséquences très concrètes pour nous aujourd'hui. Aristote réfléchit, observe, et il observe une séparation qui s'opère presque naturellement dans la langue en régime démocratique, une séparation entre trois genres. Le premier genre qui est celui de l'émotionnel, l'affectif, l'esthétique. La langue sert à dire l'émotionnel, l'affectif, le subjectif. Aristote appelle ça la poétique. Un deuxième genre qui est celui de l'opinion, de l'argument, de ce qui se discute rationnellement. Aristote va l'appeler la rhétorique, et c'est la langue du législatif et du débat politique, où on a des opinions, on se les confronte en échangeant des arguments, mais en se tenant à l'écart de l'émotion. Et puis un troisième genre de parole, un troisième genre de langue qui est celui du fait, de la description, de l'observation objective, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'information, qui est précisément né dans le contexte judiciaire, puisque le monde grec essaye de remplacer les modes traditionnels de justice, qui sont des modes vindicatifs, le registre de la vengeance, essaye de le remplacer par un registre judiciaire où on examine les faits. Et l'examen des faits a fait naître une nouvelle langue, et d'ailleurs vous voyez bien dans le vocabulaire juridique aujourd'hui est extrêmement tatillon sur les termes, il est l'hérité, c'est la matrice, le langage judiciaire est la matrice de l'information au sens moderne. Aristote a appelé ça les analytiques. Donc d'un côté l'émotionnel, ensuite l'opinion, l'argument, ensuite le fait, la description. C'est ce qui constitue la langue démocratique et qui est spécifique à la langue démocratique. Vous ne trouvez pas cette partition en trois genres dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés totalisantes, ni dans les sociétés totalitaires, qui évidemment mélangent ces trois genres. Tout repli de cette langue démocratique correspond toujours dans l'histoire à un affaiblissement, à un effacement de la démocratie. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les régimes totalitaires, le régime communiste comme le régime nazi, se sont d'abord attaqués à la langue pour réformer la langue, pour faire de la langue, évidemment, le support de leur idéologie. Et l'idéologie, d'une certaine façon, c'est une manière de mixer ces trois genres pour pouvoir exercer une domination. Affaiblissement de la langue démocratique aussi dans ce qu'on appelle le politiquement correct au sens large. Hein. Dans le politiquement correct, c'est très simple, le mot devient un délit. Le politiquement correct nous dit ce que nous devons dire et certains mots deviennent des délits. Alors vous en avez un exemple immédiat dans l'actualité, vous avez tous vu, extrêmement frappant. Vous ne pouvez plus aujourd'hui en Russie prononcer le mot guerre, dans n'importe quel contexte que ce soit. La langue a évacué ce mot guerre, pour les raisons que vous savez, puisque Poutine défend l'idée qu'il n'est pas rentré dans une guerre, et que les opposants, évidemment, ont réactivé ce terme de guerre pour essayer de désigner, selon eux, ce qu'était la réalité de la guerre.
Alors c'est incroyable, c'est un mot qui devient un délit. Vous avez sans doute vu comme moi ces reportages où on voit sur des places à Moscou des gens qui extrêmement courageusement viennent manifester. Et ils manifestent en faisant quoi? En mettant sur une pancarte « guerre ». Et on voit tout de suite la police en noir qui vient les arrêter. Et il y a eu une évolution par rapport à ça, où on a vu des manifestants venir avec des pancartes où il était marqué le mot qu'on ne peut pas dire. Ils se font arrêter pareil. On voit tout de suite 3 hommes en noir qui arrêtent, qui les embarquent et qui les emmènent au commissariat pour de la prison. Et on a même vu, ironie du sort, peut-être certains d'entre vous ont vu cette séquence, une partisane de Poutine venir devant une caméra occidentale pour dire « ce n'est pas une guerre, je soutiens Poutine ». Et le mot guerre a déclenché la même répression, elle s'est fait embarquer, pareil, pour aller en prison. Donc on voit évidemment là une illustration très précise de ce que c'est que le politiquement correct dans ce cadre. Alors cette séparation des genres que je viens d'évoquer, hein, l'émotionnel, l'argument et le fait, elle est précieuse, elle est extrêmement précieuse, c'est elle qui permet le fonctionnement des institutions démocratiques et elle est aujourd'hui remise en question. Elle est remise en question sous différents aspects. Par exemple, l'envahissement de l'émotionnel dans l'information. C'est-à-dire, on est typiquement là dans une confusion des genres, puisque là où on attend de l'information, on la mélange avec quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel, ce qui évidemment perturbe, corrompt la nature de l'information. Cet envahissement de l'émotionnel ou de l'esthétique, d'ailleurs, hein, qui est une autre variante, ça a été inauguré dans la publicité, puisque la publicité qui, jusqu'au milieu du XXe siècle, était une publicité informative, qui disait mon produit est un bon produit parce qu'il a telle et telle qualité, est devenue rapidement une publicité constituée par un message qui esthétise la chose, voire qui l'érotise, puisque c'est un appel évidemment à une certaine forme d'émotion. Aujourd'hui, on le voit bien, on voit clairement que cet envahissement de l'émotionnel, y compris dans les médias, y compris dans l'information qu'on reçoit, nous perturbe dans la réception de l'information, nous empêche même parfois de voir l'information et transforme l'information. Je dirais qu'il y a presque une équation, hein. Si vous mélangez l'émotionnel avec l'information, on arrive à vous faire défendre une opinion, on arrive à vous embarquer pour vous faire défendre une opinion alors que vous croyez que c'est simplement de l'information. Cette séparation des genres, elle conduit aussi, cette confusion des genres, pardon, elle conduit aussi à la défiance vis-à-vis de l'information. Vous savez qu'une partie importante de la population aujourd'hui est extrêmement défiante vis-à-vis de l'information qui est qualifiée d'information officielle. Le mouvement complotiste n'est qu'une face de cela. Il y a aujourd'hui, il me semble, c'est un diagnostic en tout cas qu'on peut discuter, qu'il y a un effondrement de la culture de l'information, c'est-à-dire un effondrement de la capacité à reconnaître comment est construit une description, comment est construit un fait, qui fait que toute une série de personnes ne croient plus les faits, et on en a un exemple aujourd'hui, puisque chaque fait devient l'objet d'une polémique, on le voit dans l'actualité aujourd'hui. Il y a une notion qui est très populaire aujourd'hui, qui est la notion de récit. Alors c'est très bien un récit, nous aimons tous les récits littéraires qui racontent. Le récit, aujourd'hui, c'est un concept qui sert à mélanger les choses. On ne fait plus un reportage, on fait un récit. La politique du gouvernement, elle est mise en récit. C'est-à-dire que le récit, c'est quoi? C'est comme ça un genre de langage qui mélange de l'information, qui mélange de l'opinion, qui mélange un peu d'esthétique, qui mélange un peu d'émotion, et sur lequel on a évidemment le plus grand mal à se retrouver. Alors ce risque de confusion des genres, il a une traduction politique très ancienne, très connue et très actuelle, qui est la démagogie. Puisque le démagogue, c'est précisément l'homme politique qui mélange les genres. Et c'est grâce au fait qu'il mélange les genres, qu'il mélange l'émotionnel, l'opinion et le fait, qu'il réussit à susciter une attirance. Et nous avons beaucoup de difficultés à nous défendre vis-à-vis de cette confusion des genres. Je l'ai dit tout à l'heure, la culture de l'information, de la construction de l'information, c'est à mon sens en partie effondrée, mais il y a une autre culture qui s'est effondrée, c'est la culture de l'argumentation, qui est essentielle au débat.
pas de débat sans argumentation. L'argumentation obéit à des règles simples. D'abord, le refus de la violence, l'acceptation du point de vue de l'autre, l'écoute de l'autre. Il y a un certain nombre de règles qui sont les règles classiques de la rhétorique telles qu'Aristote les avait posées. J'ai longtemps travaillé sur cette question avec beaucoup de frustration, je vous l'avoue. Nos systèmes éducatifs laissent extrêmement peu de place à la pratique du débat argumenté, à la pratique de l'argumentation. La rhétorique, qui a longtemps été un des fondements de l'éducation jusqu'au XVIIIe, a disparu des programmes scolaires au XVIIIe, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, des raisons complexes, et aussi typiquement culturelles, typiquement françaises. En tout cas, depuis cette période, l'argumentation n'est plus enseignée, il n'y a plus de culture du débat. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps, on n'organise pas des discussions, mais l'argumentation, c'est autre chose. C'est, encore une fois, isoler un genre très précis avec des règles très précises qui permettent, encore une fois, de rentrer dans un débat, non seulement de rentrer dans un débat soi-même, mais de comprendre le débat qui se déroule. Alors ça, c'est la première condition, la question du langage. La deuxième condition, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait liberté de penser, évidemment. Qui est liberté de se former une opinion. Ce n'est pas simplement la liberté de penser, la liberté de se former une opinion. Et pour qu'il y ait liberté de penser, il faut qu'il y ait un lieu propre à l'individu pour que cette opinion puisse se former librement. Il faut un lieu protégé. Et ce lieu protégé, ça s'appelle l'intériorité. L'intériorité, c'est-à-dire un lieu privé personnel, intérieur, hors de toute influence, protégé par l'individu lui-même, qui est un lieu de débat intérieur. Alors, c'est très intéressant cette question de l'intériorité. Pour moi, c'est une des questions centrales en démocratie. Si vous privez les individus de leur intériorité dans une société, vous ne pouvez plus prétendre faire fonctionner des institutions démocratiques. Ça ne marche pas. Les sociétés traditionnelles, celles qui sont issues de la révolution néolithique, les sociétés traditionnelles totalisantes étaient très collectives et limitaient la part de l'individu, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas détailler ici. Ces sociétés sont des sociétés à intériorité faible et à socialité forte. La démocratie, et c'est une de ces innovations, en quelque sorte en créant une place nouvelle pour l'individu, les démocraties ont permis le développement de l'intériorité, de cette métaphore de l'intériorité, de cet espace que nous ouvrons chacun à l'intérieur de nous, espace le plus large possible, encore une fois, pour pouvoir débattre, se former des opinions, pour pouvoir quitter l'emprise du social un moment, se former son opinion et revenir au social après ce passage par l'intériorité. Alors, on n'a pas le temps ce soir, mais l'histoire du déploiement de l'intériorité, c'est absolument passionnant, parce qu'on voit bien dans les 2 millénaires qui viennent de s'écouler comment ça monte. Il y a des textes merveilleux de Marc Aurèle, vous savez, Marc Aurèle, l'empereur romain, qui est le philosophe du stoïcisme, qui a posé les bases de cette métaphore de l'intériorité. La pensée chrétienne a joué un rôle essentiel dans le développement de l'intériorité, comme les démocraties modernes. Donc l'intériorité, c'est-à-dire une valeur assez centrale jusqu'au milieu du XXe siècle, depuis 1945, pour un certain nombre de raisons, il y a 2 valeurs qui se sont imposées dans la modernité qui ont conduit à une régression de l'intériorité. Ces 2 valeurs sont la transparence et l'interactivité. Pour moi, ce sont 2 valeurs puissamment antidémocratiques. La transparence, dans toutes les utopies totalitaires, toutes les utopies qui nous ont été proposées, on nous propose toujours une société de verre, une société transparente dans laquelle chacun verrait dans le cœur de l'autre et dans laquelle il n'y aurait évidemment pas d'intériorité, pas de sujet individuel. La transparence aujourd'hui, c'est une obligation morale. Si vous ne dites pas, c'est que vous cachez quelque chose. Il y a toujours suspicion, si on ne se rend pas à cet impératif de transparence, il y a suspicion que vous cachez quelque chose et que vous avez quelque chose de négatif à cacher. La transparence, c'est aussi une valeur qui conduit à l'effacement de la distinction essentielle en démocratie entre vie publique et vie privée. Aucune démocratie ne peut fonctionner si cette distinction vie privée, intériorité, vie publique, socialité, ne fonctionne pas. Tous les régimes totalitaires ont fait peser leurs efforts pour supprimer la vie privée.
pour pouvoir se mêler le plus possible de la vie privée des gens. Et c'est comme ça que la démocratie, tout d'un coup, s'effondre. Hein, les premiers temps, toutes premières années du nazisme ont été consacrées précisément à supprimer tous les territoires privés, changer la langue et supprimer les territoires privés de l'individu. À l'inverse, la transparence est une valeur qui aujourd'hui conduit à un autre impératif qui est d'exposer son intimité. Alors les réseaux sociaux qui ne créent rien mais qui amplifient tout ont été le support de ça, c'est-à-dire au fond l'homme moderne, l'homme vertueux, c'est celui qui aujourd'hui est exhibitionniste. C'est-à-dire qui retourne en quelque sorte comme un gant son intériorité pour se dévoiler complètement et du coup se priver du lieu où il a précisément la liberté de se former une opinion, de se former son point de vue. Société exhibitionniste. Notre société de communication est aujourd'hui une société exhibitionniste. Pour regarder les réseaux sociaux sont en grande partie une machine d'exhibition. Et on voit bien comment cette valeur de transparence a contaminé notre modernité. Elle a discrédité un certain nombre de valeurs dans lesquelles les gens de ma génération, par exemple, ont été éduqués. Des valeurs qui étaient positives, qu'on nous a inculquées comme permettant précisément d'être un acteur de notre société, qui aujourd'hui sont vécues comme des valeurs négatives et discréditées. Il y en a 3. La pudeur, la discrétion, la modestie. Tous ceux qui ont fait passer, Dominique, des jurys, des concours à des étudiants, voient avec effarement des étudiants de bonne foi, hein, je ne critique pas, venir se vendre, comme on dit aujourd'hui, exhiber d'ailleurs une partie de leur intériorité, n'être surtout pas modeste, je suis le meilleur dans mon domaine, surtout pas discret, je suis celui qu'on va voir, et évidemment globalement sans pudeur. Alors cette valeur de transparence, encore une fois, qui contamine notre modernité, est une valeur, à mon sens, puissamment antidémocratique, puisque, comme je l'ai dit, elle ne laisse pas place à un espace de liberté privée. La deuxième valeur, c'est l'interactivité. L'interactivité, ça aussi, c'est une valeur de la modernité, qui est portée avec la modernité, qui nous dit réagissez à ce que dit l'autre. Et le débat aujourd'hui, on le voit bien, se réduit à une espèce de modèle normatif qui est on me dit quelque chose, je réagis à ce que dit l'autre. La communication, c'est une réaction à une réaction. Surtout sans faire de détour par l'intériorité. Ce détour est inutile. On me dit quelque chose, je réfléchis. Je réponds, mais je réponds ou je participe au débat après ce passage par cet espace intérieur qui est le mien, qui est un espace démocratique par excellence. Ce détour par l'intériorité est devenu est considéré comme strictement inutile, d'abord parce qu'il nécessite le silence. Alors le silence, là aussi, le silence est passé du statut de vertu à statut de temps inutile, de temps mort. On tue le silence. On le retire même de la musique. Je ne sais pas si vous connaissez ce débat technique sur la musique numérique qui, parce qu'elle comprime le son, retire les silences, les petits silences que nous n'entendons pas. Mais certains experts nous disent que cette musique numérique entendue est extrêmement irritable parce que précisément, elle nécessite notre attention permanente. Elle ne permet pas une intériorisation et est donc plutôt un irritant qu'un apport esthétique ou un apport spirituel. Le lien social est conçu aujourd'hui comme un lien de socialité permanente. Hein. On voit comment nos jeunes adolescents sont embarqués dans une chaîne sans fin de notifications, de réponses immédiates, avec cette idée que la vitesse est évidemment la vertu centrale aujourd'hui. Là où la capacité à réfléchir pouvait être considérée comme un indice de la vertu d'une personne, aujourd'hui, c'est sa capacité à faire très vite qui est considéré comme une vertu, c'est-à-dire que le modèle de l'homme moderne, c'est le modèle du pilote de chasse qui est capable d'interagir très très rapidement. Ce qui évidemment change les vertus, change aussi les hommes vertueux. L'interactivité envahit l'intériorité et la rétracte.
on est dans le monde de la notification, pour ceux qui savent ce qu'est une notification, c'est-à-dire vous autorisez sur votre téléphone des applications à vous dire en permanence l'actualité, un tel vous a appelé, un tel vous demande quelque chose. On peut passer sa journée à réagir à des notifications finalement sans penser, puisque le temps de la pensée, évidemment, n'est plus là. Et puis l'intériorité, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une effraction de l'intériorité par l'interactivité émotionnelle, puisqu'on est soumis de plus en plus à des messages, au nom de la confusion des genres que j'évoquais tout à l'heure, à des messages qui font effraction, des messages émotionnels qui font effraction, parce que le message émotionnel nous saisit, nous prend, et là aussi paralyse la pensée. Alors ce n'est pas seulement la liberté de se former une opinion qui est en jeu dans l'affirmation de ces deux valeurs que sont la transparence et l'interactivité, mais c'est la capacité même, presque la capacité mentale à se former une opinion. Du coup, les débats auxquels nous assistons ont tout à fait une autre tournure, y compris qu'on voit des personnes qui sont sur le plan politique expérimentées, habituées, qui font ça tout le temps, être capables de se tromper énormément dans un débat. Pourquoi ? Est-ce qu'elles n'ont pas cette capacité de réflexion, cette capacité à réfléchir avant de répondre et donc à minimiser la possibilité d'erreur ? Eh bien, c'est parce qu'on est dans l'émotionnel, on est dans l'interaction immédiate, on est dans l'interactivité, et l'interactivité est une source d'erreur assez massive. Première condition, le langage. Deuxième condition, l'intériorité. Troisième condition, la question de la violence. La démocratie, c'est l'alternative à la violence. On pourrait même vous défendre l'hypothèse que l'invention démocratique en Grèce est en partie liée à la conscience que les Grecs avaient du trop haut niveau de violence dans les mœurs que connaissait la Grèce, notamment avec les ravages que faisait la vendetta, le système vindicatif qui a saturé le bassin méditerranéen et qui, à certains endroits, le sature encore. Et que, au fond, l'institution de la démocratie, c'est d'abord l'institution d'un système judiciaire, la tragédie d'Échille nous le raconte, d'un système judiciaire qui permet de pacifier les choses, qui permet de pacifier, de rechercher les causes, d'entendre les points de vue, de regarder les faits. Donc la démocratie a un rapport très étroit avec la question de la violence. Alors, d'abord dire que la démocratie, il ne faut pas faire de contresens, la démocratie n'est pas pacifiste. Il y a des démocraties qui conduisent des guerres. Athènes a conduit de multiples guerres. Toutes les démocraties modernes ont conduit des guerres. Soit des guerres défensives, soit des guerres pour toute une série de raisons. On peut être dans un régime démocratique et conduire une guerre à l'extérieur. Même si le fait d'entrer en guerre, évidemment, réduit l'espace de la démocratie. On va le voir tout à l'heure, puisqu'on a un exemple, hélas, très, très, très présent dans la campagne présidentielle. La démocratie aussi, il ne faut pas faire un contresens, la démocratie n'est pas universelle dans son essence. La démocratie vaut dans le périmètre des citoyens qui en font partie. Athènes, formidable modèle de démocratie, était esclavagiste. On a souvent dit, mais comment est-ce que c'est possible ? Ben non, c'est possible. Pour les citoyens d'Athènes étaient libres. Et pratiquer la démocratie, à l'extérieur de la démocratie, évidemment, tout peut se passer. Donc, la démocratie a un rapport ambigu. Mais pour bien fonctionner en interne, la démocratie a besoin de rapports sociaux pacifiés. Il ne peut pas y avoir de débat, il ne peut pas y avoir de circulation de la parole, il ne peut pas y avoir respect de l'intériorité, il ne peut pas y avoir une langue fine qui distingue très clairement entre le fait, l'émotion, l'argument, si on est dans un climat de violence. C'est la démocratie qui a fait passer de la vengeance à la justice, qui a fait passer de l'agression à la parole. La démocratie a inventé quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'humanité qui s'appelle la civilité. La civilité, c'est un mécanisme qui permet de défusionner les gens, d'éviter cette réaction à une réaction, d'éviter cette agressivité immédiate que provoque notre trop grande proximité. La civilité, c'est ce qui remplace la violence par la parole, qui remplace l'insulte par l'excuse, par la parole de politesse.
La civilité, c'est la politesse. Enfin, la politesse, c'est une manière de dire, les deux termes sont à peu près synonymes, mais l'effacement de la politesse aujourd'hui ne doit pas être un simple regret conservateur en nous disant « Ah !» parce qu'il y a de nouvelles formes de politesse qui se mettent en œuvre, bien évidemment, mais attention à la question de la civilité, elle est essentielle. Si dans l'espace public, nous ne sommes pas en capacité de faire reculer la violence qui peut venir dans les rapports sociaux, alors la démocratie est évidemment en question. Alors pour en revenir à l'actualité et terminer un peu sur l'actualité, le climat de ces dernières années en France, du point de vue de la violence, c'est un climat extrêmement violent. Nous sommes dans une décade d'une violence extraordinaire. Et du point de vue de l'analyse, évidemment, on s'en passerait, mais du point de vue de l'analyse, c'est tout à fait intéressant de voir comment la démocratie se déploie, se déroule dans cette décade qui a été marquée au début, vous vous en souvenez, je n'en refais pas l'histoire, par le terrorisme. Et le terrorisme, c'est quoi? Le terrorisme, c'est nous avons été terrorisés par la vague d'attentats. Et le terrorisme pèse sur notre démocratie. Vous avez dans la rue, là, qui passent des militaires en armes qui sont là pour nous protéger. Nous y sommes habitués, mais c'est une démocratie curieuse qui est protégée par son armée dans ses propres rues. La crise sanitaire qui nous a conduit à des situations d'exception, couvre-feu, confinement. Nous en sortons, on en reparlera de cette période, quand on fera l'histoire plus tard, quand nos enfants plus tard feront l'histoire de cette période, ils verront cette période comme une période particulière. Terrorisme, crise sanitaire, guerre maintenant à nos portes, à la gare de Strasbourg en ce moment, arrivent tous les soirs, des réfugiés de guerre. Démunis, une cohorte de réfugiés de guerre, et la France a des troupes aux frontières de la Russie. Encore un régiment qui vient, enfin pas un régiment, un bataillon qui vient de partir pour se positionner en Lituanie en prévision d'un possible expansionnisme. La menace climatique qui pèse beaucoup sur les jeunes. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin si, évidemment, la capacité de se projeter dans l'avenir est évidemment obérée par cette idée que le climat se dégrade, que nos sociétés devront s'adapter à des situations difficiles. La violence sociale. Une partie de la population s'est sentie exclue, elle est rentrée en sécession. Je ne discute pas les raisons ici, les bonnes ou les mauvaises raisons, mais on a vu comment rapidement cette expression populaire s'est transformée en violence sociale. On a un peu oublié rapidement la crise des Gilets jaunes, vous vous souvenez, chaque samedi, où moi je demandais à mes petits-enfants de ne pas traverser la place de l'Étoile. Parce que régulièrement, chaque samedi, des affrontements avec les forces de l'ordre, on était dans un climat de violence évidemment très 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 fort. Et puis l'avenir immédiat, avec la probable rétraction économique, et peut-être dans un horizon proche, on ne l'évoque pas trop pour ne pas se plomber le moral, un rationnement énergétique, si la situation devait se dégrader, qui, je peux vous l'assurer, va changer notre quotidien. L'hiver prochain est beaucoup dans l'incertitude. Alors, on est sous le régime de la peur depuis 10 ans. Et le régime de la peur, ce n'est pas le plus favorable, ce n'est pas une bonne condition de déploiement de la démocratie. D'abord, le régime de la peur entraîne beaucoup de problèmes de santé mentale. C'est assez invisible, mais toutes les études concordent. On est dans une pandémie du point de vue de la santé mentale, de troubles mentaux. Et tout autour de nous, nous avons des personnes qui n'arrivent plus à affronter les difficultés quotidiennes de la vie parce que c'est trop lourd, cette situation est trop lourde. Et vous voulez leur demander maintenant de réfléchir à l'élection présidentielle. Il y a un certain nombre de personnes qui disent « je veux d'abord me stabiliser moi avant de commencer à réfléchir au destin du pays ». Alors cette situation, je dirais, à laquelle personne au fond ne peut faire grand-chose, est évidemment extrêmement propice à la rétraction du débat. Le débat sur les présidentielles aujourd'hui, on pourrait l'analyser, on pourra y revenir dans la discussion parce que c'est un bel objet d'analyse. Ce débat, ou cette absence de débat, selon certains analystes, est évidemment lié à cette originalité que notre président en exercice qui se représente comme candidat est en même temps chef de guerre
Et il a été chef de guerre pour lutter contre la crise sanitaire. Hein, on se souvient, en mars 2020, vous en souvenez tous, nous sommes en guerre. Et puis maintenant, nous revoilà en guerre. C'est une situation inextricable. C'est inextricable aujourd'hui. Être candidat aujourd'hui est une situation inextricable. Il y a clairement une rétraction du débat. Et cette rétraction du débat, elle va rendre le résultat des élections extrêmement aléatoire. Hein, tout ce qui commence à se dessiner aujourd'hui du point de vue de la politologie, c'est que chaque jour qui passe jusqu'à dimanche et chaque jour qui passera jusqu'au dimanche suivant des élections augmente l'incertitude. Nous n'avons jamais été dans une élection aussi incertaine du point de vue des prévisions. D'ailleurs, plus personne ne fait de prévisions. Plus personne ne fait de prévisions. Voilà, 3 conditions, donc je termine là-dessus. Nous sommes en France, je l'ai dit, dans un régime démocratique. Il n'y a pas de discussion pour moi, en tout cas, là-dessus. Il y a convergence de facteurs, confusion des genres, diminution de l'espace privé, de l'intériorité, situation de violence dans laquelle nous sommes, qui ne sont pas des conditions favorables, et ça nous permet de mesurer, au fond, de clairement mesurer la fragilité de la démocratie aujourd'hui. Je l'ai dit tout au début, la démocratie, c'est une option. En Grèce ancienne, il y avait un parti antidémocratique et des partis démocratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, le parti démocratique, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui sont attachés à la démocratie, est encore majoritaire? C'est la question que nous devons nous poser, car c'est une question, évidemment, qui nous renvoie à cette fragilité de la démocratie. Bref, nous sommes à la croisée des chemins, et hélas, plus que jamais, la démocratie n'est qu'une option parmi d'autres régimes. Voilà, je vous remercie. Bien. Merci beaucoup, Philippe, de ce propos introductif que je trouve extrêmement robuste, charpenté et nourrissant. J'étais très sensible à la notion de fragilité de la démocratie. Je crois que c'est vraiment quelque chose dont nous devons avoir conscience, et on peut basculer, je pense, très vite dans des réflexes beaucoup plus primitifs que ceux que nous avons eu l'habitude d'avoir pendant les périodes vraiment démocratiques. Je crois que la démocratie, finalement, c'est à la fois une méthode, mais c'est aussi une construction intellectuelle qui permet justement de civiliser. Alors, je vais peut-être, par rapport à ce qui a été dit, faire une nuance à propos de la notion de la presse en tant que 4e pouvoir. Alors, on vous l'a dit, je suis journaliste, et moi j'aurais plutôt tendance à ne pas utiliser cette formule et à préférer une autre définition, c'est de dire que les médias, c'est le premier contre-pouvoir. Pourquoi ? Parce que les 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sont des pouvoirs décisionnaires. Par définition, le pouvoir exécutif, quand il a décidé quelque chose, c'est mis en route. Quand un parlementaire fait une loi, après il y a des décrets, mais il y a une modification qui fait qu'il y a une décision qui est prise. Quand le juge rend un jugement, il y a une décision qui devient exécutoire. Quand le plus brillant des journalistes fait un éditorial qui fait réfléchir la population, ou quand il y a un reporter qui raconte quelque chose qui n'était pas connu et qui jette un éclairage nouveau sur une situation, il ne produit aucune décision. Il ne peut que s'adresser à la bonne volonté, à la sensibilité, à la formation intellectuelle de ses auditeurs. Hein. Et par ailleurs, il y a une autre différence. Le chef de l'État a un statut, les parlementaires ont un statut, les juges ont un statut, et il y a cette notion de corps, alors que les journalistes ne représentent pas un corps, hein, au sens des grands corps. Hein. Un journaliste, finalement, en termes de droit du travail, n'est qu'un salarié. Donc,
c'est pour ça que cette notion de quatrième pouvoir, je pense qu'on peut un petit peu la penser différemment. Ça ne change rien à l'analyse intéressante qui nous a été donnée, mais je voulais, en tant que journaliste, justement, introduire cette nuance. Alors, il y a quelque chose que je voudrais peut-être poser comme première question sur la nouveauté. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui est finalement aussi nouveau que ça? Je reviens sur deux éléments, sur la violence. Bien sûr, avec le terrorisme, il y a quelque chose de très violent, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté si on fait une analyse historique. Enfin, sans remonter très loin, on a eu le terrorisme de la Rote Armee Fraktion en Allemagne, on a eu les attentats des branches parisiennes ou lyonnaises d'Action Directe, avec des meurtres. Souvenez-vous, le meurtre de Bess, le PDG de Renault, par exemple, d'Action Directe. Les meurtres de la fraction Armée Rouge en Allemagne, qui avaient commencé par des prises de position qui passaient justement par la parole et qui, à un moment donné, ont basculé dans la violence. Dans les décennies précédentes, il y a eu les attentats de l'OAS. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu une césure de 2 ou 3 décennies et qui fait qu'on a l'impression de redécouvrir cette violence, mais qui n'est finalement que la reprise, une espèce de résurgence, comme on dirait qu'une rivière disparaît sous terre et puis revient. Sur la notion d'émotion et de réflexe d'émotivité, là aussi, bien sûr, la publicité a été très, très décisive là-dessus, mais si on fait une analyse du discours des royalistes contre la République à la fin du XIXe siècle, de l'affaire Dreyfus, par exemple, et si on fait une analyse sémantique des discours de certains brillants polémistes de la fin du XIXe ou du début du XXe et les grands orateurs de la Troisième République, ils faisaient aussi quand même énormément appel à l'émotion pour essayer d'emporter, 1, l'adhésion des foules et 2, l'adhésion à leurs décisions. Donc peut-être est-ce qu'on pourrait reprendre tout ça? Alors bien sûr, c'est une analyse. J'introduis une notion historique sur la plus longue durée, mais il me semble que c'est intéressant de réfléchir à tout ça. Peut-être quelques commentaires? Oui, merci Dominique. Très rapidement, je te concède très volontiers la question du quatrième pouvoir. C'est un peu une facilité de langage que de parler de quatrième pouvoir, parce qu'effectivement, tu l'as dit très bien, ils ne sont pas au même niveau des autres, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du contre-pouvoir, qui lui est extrêmement puissant, et un éditorial peut enclencher des décisions, peut provoquer des prises de conscience, peut, encore une fois, avoir un effet non pas décisionnaire au sens institutionnel où tu l'as décrit, mais un effet moral ou un effet sur les mœurs. Donc, il y a bien un pouvoir, du journaliste, et il y a aussi, bien qu'il n'appartienne pas à un grand corps, il y a une notoriété du journaliste. La notoriété sociale du journaliste, qui d'ailleurs parfois est supérieure à celle de certains corps qui sont un peu en déliquescence. Donc je te suis tout à fait sur cette question, sur ce terme de quatrième pouvoir qui est une facilité, mais ne soyons pas trop modestes sur le pouvoir du journalisme. Sur ta deuxième question, la violence n'est pas une nouveauté. La violence, d'abord, c'est une constante anthropologique. L'espèce humaine a commencé à être anthropophage. Elle l'est même encore dans certains endroits. Elle le redevient dans certaines circonstances. La question de l'homicide, qui est un de mes thèmes de recherche par ailleurs, l'homicide est toujours présent. Nous réussissons à le cantonner, à le contraindre dans certaines zones, mais dès que ça lâche un peu, ça revient. Vous avez bien vu comment
comment de jeunes soldats russes peuvent se comporter quand le contexte, moi je ne crois pas qu'ils aient eu des instructions pour piller, violer et tuer, mais on sait très bien, je l'ai longuement décrit dans l'ouvrage qui est là, le comportement des jeunes hommes dans certaines circonstances qui fait que les bornes lâchent et ils retrouvent au fond ces réflexes de violence fondamentaux, ce déchaînement fondamental. Tu as eu raison de rappeler que la question de la violence dans le paysage politique français récent, elle est présente. Ce que je voudrais souligner, ce que j'ai essayé de souligner, c'est que rarement dans l'histoire de notre société, en tout cas depuis plusieurs siècles, à ma connaissance, sauf la période des grandes guerres, qui sont des catastrophes comme ça, qui frappent le pays pendant plusieurs années, on a rarement eu, je crois que c'est la caractéristique de la période, une telle convergence de crises. Dans une période aussi courte. 10 ans, c'est très très court dans l'histoire d'une société. 10 ans, c'est un moment dans notre vie, un moment dans notre souvenir. Écoutez, là, on a une conjonction qui est quand même rare. Alors, on a connu dans le temps des crises sanitaires extrêmement rudes, beaucoup plus rudes que celles du Covid. Je veux dire, les épidémies de peste étaient des épidémies terrifiantes. Les épidémies de choléra, encore au 19e, dans nos pays, étaient des épidémies terrifiantes. On a eu des vagues de grippe qui ont été extrêmement fortes, hein, la grippe espagnole, etc. Donc le Covid, par rapport à ça, est évidemment tout à fait tragique et dramatique, mais on a déjà connu des crises sanitaires. On a déjà connu des crises de violence sociale. Hein. L'articulation du 19e et du 20e est marquée par les attentats anarchistes. À l'époque, c'était quelque chose d'invraisemblable, quoi. Des bandes anarchistes qui commettaient des attentats sanglants, des homicides sanglants, dans l'espoir utopique à la Bakounine de renverser la société démocratique en la piégeant par la violence. On a connu tout ça, mais en même temps une crise sanitaire, en même temps un terrorisme incompréhensible pour nous. Ce n'est pas, d'une certaine façon, pas un terrorisme interne. Il y a quelque chose avec lequel nous avons du mal avec le terrorisme islamique. Nous avons du mal, bien évidemment, pour toute une série de raisons. C'est pas facile. Alors non seulement c'est terrifiant, hein. Moi j'étais à Nice au moment des attentats. Je veux dire, lâcher un camion sur la promenade des Anglais qui tue 80 personnes et qui fait 600 blessés et des milliers et des milliers de personnes qui sont traumatisées. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose de très fort. Alors, vous ajoutez la crise sanitaire à la question du terrorisme, c'est déjà beaucoup. Vous rajoutez dessus ce que moi je ressens personnellement comme quelque chose de tragique, c'est-à-dire qu'une partie importante de notre population ne se sent plus concernée ni par les vaccins, ni par la société, ni par les médias, ni par le politique, et que ça se traduise par de la violence dans les rues. Moi, on condamne la violence, c'est pas ça. Mais enfin, en même temps, il y a quelque chose de tragique qu'une partie de la population nous ait quittés. Il y a une partie de la population qui nous a quittés, qui a fait sécession. Hein, c'est un concept extrêmement fort. Alors vous rajoutez ça, et puis maintenant, voilà la guerre. On n'est pas encore sorti du Covid, le terrorisme plane toujours, et voilà cette situation de guerre que nous connaissons, qui ravive de très mauvais souvenirs. De très très mauvais souvenirs, le souvenir de nos parents. Il y a une mémoire très forte de ça, et ce traumatisme de la guerre, nous le voyons tous les jours. Vous l'avez gentiment rappelé, je suis à la Croix-Rouge, je suis très actif à la Croix-Rouge. Nous avons accueilli 2300 personnes à Strasbourg, 2300 femmes, enfants ukrainiens. Je peux vous assurer que votre cœur se fend. Parce que c'est vous, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons quitté et qui sommes dans l'incertitude. Je veux dire, on n'a pas mérité ça. Je veux dire, il y a une accumulation de choses, et je l'ai dit, la question du climat, c'est beaucoup, c'est trop. C'est trop. La capacité de résilience de notre société est sérieusement entamée. Elle est sérieusement entamée. Donc, alors je ne sais pas pourquoi, quel hasard du destin fait que tout ça, en 10 ans, ça vient. C'est assez rare les périodes historiques où il y a en même temps une épidémie, une guerre, etc. Il y en a quelques-unes, hein, notamment aux alentours du 13e, 14e. Mais là, c'est vraiment beaucoup. Et voilà, c'est ce point que je voulais souligner. Revenir sur un autre point. J'ai quelque chose à dire sur l'émotion. Hein. Tu m'as posé une question sur l'émotion. Vas-y alors. Vas-y, très rapidement sur l'émotion. Le discours politique, le discours rhétorique, le discours pour convaincre.
il n'est jamais froid. Il fait toujours appel à l'émotion. Mais il enferme l'émotion dans un cadre particulier. Dans la technique rhétorique qu'Aristote a décrit, il y a l'éthos, le logos et le pathos. C'est-à-dire, il y a un moment pour l'émotion, bien sûr, dans le discours. Mais j'allais dire, l'émotion, elle est contenue dans un cadre. Elle ne submerge pas le discours, elle vient à l'appui du discours. Il ne peut pas y avoir de discours pour convaincre, il ne peut pas y avoir de discours politique sans de l'émotion, sans un appel à l'émotion de l'auditoire. La question, c'est quelle place on lui donne. Si le discours vient submerger, je vais vous dire franchement sur la situation actuelle, je pense que nous n'avons plus une vision tout à fait claire de ce qui se passe en Ukraine, parce que nous sommes submergés par l'émotion de ce que nous voyons. Alors, l'émotion est légitime, c'est pas ça que je discute, mais faisons attention à notre point de vue, quand nous nous formons un point de vue sur ce qui est en train de se passer en Ukraine, par ne pas être submergé par une émotion aussi à répétition. Je veux dire, les chaînes d'information continuent, je veux dire, combien avons-nous vu de fois les mêmes personnes, les mêmes cadavres, Il y a un moment, l'émotion perturbe le jugement. Et vous voyez par exemple des actes, je veux dire, il ne fait pas bon être russe aujourd'hui. Hein. Il ne fait pas bon être étudiant russe dans mon université. Mais c'est absolument pas légitime. C'était typiquement ce que je veux dire quand on dit l'émotion envahit la chose et nous transforme au fond comme ça, en réacteur. Tout d'un coup, nous nous sentons belliqueux vis-à-vis de... Voilà. Donc, envahissement ou cadrage de l'émotion, la rhétorique avait ce gros avantage de permettre l'apprentissage du cadrage de l'émotion. Voilà, pour répondre techniquement à ta question. Alors, il y a un autre point que tu as évoqué tout à l'heure, c'était la course de vitesse et cette espèce de présupposé de l'immédiateté et de la réponse à chaud. Alors là, moi, j'ai un début d'explication qui est le fait qu'on ait maintenant de l'information en continu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une quarantaine d'années, il y avait fin des programmes le soir. Hein, à la radio, il y avait un moment où le programme s'arrêtait. Hein, et ça se terminait par la Marseillaise. Hein, ça, on l'a oublié aujourd'hui, en tout cas sur les chaînes du service public, ce qui est aujourd'hui Radio France. Hein. Les télévisions, c'est pareil. Le programme commençait un peu avant le repas du soir et se finissait vers 23h30 ou minuit. Mais enfin, il était exclu de pouvoir allumer sa télé à 5h du matin ou à 11h du matin. Il n'y avait rien. Hein. Là, nous avons été obligés, je dis nous en tant que journalistes, de remplir l'espace. À ça s'ajoute aussi la capacité de transmission. Les tuyaux, maintenant, ont un diamètre extraordinaire. Vous pouvez mettre tout à toute vitesse, un nombre de mots à toute vitesse. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore le téléx, hein, c'est-à-dire l'agence France-Presse qui envoyait ses dépêches. C'était un téléscripteur, c'est-à-dire un scripteur à distance, hein, et lettre par lettre. Donc, simplement pour annoncer la mort du pape Jean XXIII, par exemple, eh bien, il fallait le nombre de lettres pour dire le pape Jean XXIII avec un trait et un blanc, mort, M-O-R-T, point. Et la source. Maintenant, dans le temps que je viens de vous dire, le pape Jean XXIII est mort, vous pouvez mettre peut-être 3000 mots, n'est-ce pas? Donc vous avez d'un côté un flux de mots, un flux de paroles, un flux d'écrits considérable, et d'autre part, une demande. On est là dans la loi de l'offre et de la demande et de l'ajustement de la technique à une demande de plus en plus goulue. Et un journaliste qui est obligé de faire 1 heure d'antenne
ou un journaliste qui est obligé de faire 24 heures d'antenne, c'est plus du tout la même chose. Votre niveau de sélection va baisser. Vous allez mettre des choses pour boucher les trous que vous ne mettriez pas si vous aviez une obligation de densité. Maintenant, on a beaucoup de choses, mais qui sont des banalités. Quand j'entends certaines émissions où on nous fait 2 minutes pour parler du marathon de Paris en disant c'est une course très longue, mais c'est très éprouvant, et en même temps je me donne à fond. Enfin, je veux dire, c'est des interviews qui n'ont ni queue ni tête et qui n'apportent rien. Mais elles sont là parce que il faut bien remplir. Alors, j'aurais une question par rapport à ça. On a parlé de l'art de la parole et de la formation des opinions. Et où sont les lieux aujourd'hui de formation des opinions et de formation de la parole dense? Parce qu'il y avait des cours qu'on appelait des cours de rhétorique. Mais la rhétorique, c'était justement la maîtrise de la parole. Moi, j'ai toujours été très frappé de voir que dans les grandes figures politiques en France, mais pas seulement en France, on avait beaucoup de gens qui étaient au départ des avocats. Flimelin, l'ancien maire de Strasbourg, jusqu'en 1983, était un avocat. Un gars comme Edgar Faure, qui a été plusieurs fois ministre de Gaulle, était un avocat. C'était des gens, tous les deux, avaient un art de la parole absolue. Badinter, qui est devenu ministre, était un avocat brillant. Donc là, alors maintenant, ce serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous avez été homme politique et maintenant vous vous inscrivez au barreau. Regardez un Sarkozy ou une Rachida Dati ou des gens comme ça. Bon, très bien, mais pas forcément. C'est plutôt une façon de se recycler, de se recaser qu'une formation. Alors, où peut-on avoir cet art de la parole raisonné? Est-ce qu'il existe encore des lieux? Merci de me poser une question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Je suis désolé, Dominique. Tu fais référence aux avocats, oui. La tradition judiciaire a beaucoup porté cette formation oratoire. La tradition religieuse aussi. Un certain nombre de grands hommes politiques, on reconnaît leur style oratoire. Je pense au général de Gaulle, mais pas que lui. Au style oratoire parce qu'ils ont été formés par les pères jésuites, qui ont maintenu un enseignement, pour des raisons qui sont les leurs, mais qui ont maintenu un enseignement de la rhétorique, là où la République considérait que c'était... Le problème, il vient de la Révolution française, qui a vu dans les Lumières, c'est-à-dire dans la science, la solution à tous les problèmes de la société. Et la science, c'est la démonstration, la rhétorique, c'est le débat. Donc il y a eu un privilège qui a été donné à la science au détriment de l'apprentissage de la rhétorique. Et notre enseignement en France, très culturellement, on enseigne soit les lettres, soit les sciences. Il manque juste le milieu. Là où dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple, où il y a une tradition du débat, ou dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où la tradition du débat elle est plus grande, et il y a de bien meilleurs orateurs aux États-Unis qu'il n'y en a en France. En France, nous avons de beaux orateurs. Aux États-Unis, on a de bons orateurs. Parce que la France attache beaucoup d'importance à la beauté littéraire, donc on peut vous dire n'importe quoi pourvu que ce soit bien dit dans un très bon français. Moi, j'ai fait longtemps des cours de rhétorique, j'ai enseigné la rhétorique à l'ENA. Ce que je disais, c'est que vous pouvez être bègue et convaincant. Par contre, vous pouvez être beau parleur et susciter un sentiment esthétique, mais ne pas convaincre. Donc, il ne faut pas se tromper, effectivement, sur le type d'apprentissage qu'on propose. Tu faisais référence aux chaînes d'information continue. Quand une personne angoissée, qui dort mal, qui a des troubles anxieux, va voir un psychologue, un psychiatre ou un médecin, la première question qui est posée, c'est celle-là. Regardez-vous les chaînes d'information continue. Et le premier conseil qui est donné, c'est extraordinairement anxiogène. Parce qu'il y a une espèce de loi mentale que je n'arrive pas à concevoir, que je n'arrive pas à comprendre, qui est que quand vous regardez 20 fois dans la journée la même scène, vous avez l'impression que ça se passe 20 fois.
Alors que ça ne se passe qu'une fois, répété 20 fois. Il y a une espèce de mécanisme mental totalement anxiogène et totalement affolant qui fait que vous voyez des accumulations de victimes là où il n'y a, entre guillemets, qu'un événement initial qui a simplement été répété en boucle. Donc il y a quelque chose là qui, je veux dire, qui appelle une autorégulation, c'est-à-dire une fois que nous sommes informés, eh bien, passons à autre chose pour nous permettre de digérer cette information. Nous n'en apprendrons pas plus et au contraire, nous paralyserons notre capacité d'analyse si nous regardons la même information de façon hypnotique 20 ou 30 fois dans la journée. Donc il y a là une autorégulation qu'il faut faire. Sur les lieux, je n'ai pas de réponse. Nous traversons, moi je trouve que nous traversons, c'est pas du pessimisme ni du conservatisme, je trouve que nous traversons une période difficile et que la parole politique aujourd'hui, elle trouve son secours dans la technocratie. La technocratie, c'est autre chose, c'est pas tout à fait de la parole, c'est pas tout à fait du débat, c'est cette espèce de fantasme français qu'on va démontrer les choses et qu'on n'a pas besoin de les argumenter, de les discuter, qu'on va se passer de l'incertitude pour faire confiance à... comment ça s'appelle? Les cabinets de conseil, hein, c'est ça? Je prends un peu position là, vous m'excusez, ouais. J'ai un peu débordé de mon rôle. Alors il me semble qu'il y a, dans tout ce qui a été dit jusqu'ici, il y a un problème de fond dans la description de la parole qui est le passage d'une parole qui pendant des siècles était une parole verticale, avec une autorité qui s'exprimait vis-à-vis de son public, hein, qui était à la fois les églises qui s'adressaient aux fidèles et qui disaient où était la vérité et qui, du même coup, disaient que ce qui n'était pas vérité n'était pas une opinion recevable, mais c'était une hérésie. On a eu l'université et jusqu'au XIXe siècle avec le positivisme, cette espèce que tu as évoquée tout à l'heure, les sachants qui s'adressaient à ceux qui ne savent pas, ou qui savent moins bien. On avait les chefs de parti qui s'adressaient à leurs militants, et les militants suivaient. De Gaulle a parlé du parti, enfin à propos du parti gaulliste, on a parlé du parti Godillot, mais c'est bien parce qu'il y avait cette espèce d'autorité morale, politique supérieure qui faisait qu'on mettait en mouvement un parti, alors qu'aujourd'hui on a une parole absolument horizontale, avec une multiplication des émetteurs. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez créer un journal au début du XXe siècle ou même au début de la Ve République, hein, comme ça a été fait par Bernard-Henri Lévy, a essayé de créer un quotidien à une époque. Hein. Bon, ça a dû durer 5 semaines ou 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait une imprimerie. Bon. Maintenant, si on veut faire un blog, ben on se met tous autour de la table et je suis sûr qu'à minuit, on a créé un site internet avec une adresse et on peut émettre des messages. Donc cette horizontalité de la parole, elle est intéressante parce qu'elle évite le silence du petit peuple, béat d'admiration devant la parole supérieure. Hein, de ceux qui ont fait des études ou qui sont investis d'une autorité par leur fonction ou leur métier. Mais en même temps, je pense que l'un des problèmes, c'est que cette parole horizontale est un pouce au crime dans le sens du bavardage. C'est-à-dire qu'on peut raconter tout et n'importe quoi. Il n'y a plus de sélection de l'information, il n'y a plus de hiérarchisation de l'information. Et n'importe quelle ânerie peut trouver sa place, et non seulement peut trouver sa place, mais va trouver son public. Hein, il y a une société qui s'appelle la Société de la Terre plate, hein, Flat Earth Society, bon, qui a des adhérents aujourd'hui. À un moment donné, c'est le problème du filtre dans la parole qui devient central. Hein, et on s'éparpille dans des propos qui n'ont même pas le pittoresque des brèves de comptoir, par exemple. Hein,
C'est le café du commerce le plus fadasse qui soit, qui occupe l'espace et qui, occupant l'espace, occupe nos esprits. Et à un moment donné, c'était très intéressant ce que tu disais avec la musique, avec l'absence de silence dans la musique, mais c'est aussi cette absence de silence de réflexion. Là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais. Je pense que c'est un des problèmes centraux. Mais dans tout ça, est-ce que finalement, que devient la notion de parole d'autorité? Quand c'était vertical, c'était simple. Maintenant, quand c'est horizontal, comment déceler une parole, alors peut-être pas d'autorité, mais une parole crédible, c'est-à-dire à laquelle on peut faire confiance, sans se faire gruger? Tu as donné le mot-clé. Le mot-clé, c'est confiance. C'est-à-dire, en démocratie, on ne peut pas être compétent sur tout. Personne ne peut être compétent sur tout, sur tous les sujets. Et donc, s'il n'y a pas cette relation de confiance au cœur du lien social, confiance envers la personne qui sait, et relation de confiance qu'entretient la personne qui sait en ne trompant pas son auditoire, quelque chose se délite comme ça dans la structure même de la société démocratique. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. Quand je disais tout à l'heure, une partie importante de la population, c'est 20%, en tentant un chiffre comme ça, qu'on peut recouper avec l'abstention, les gilets jaunes, etc. Ce qui caractérise cette population, fondamentalement, c'est qu'elle n'a pas confiance, elle n'a plus confiance. Elle n'a plus confiance. Donc, moi, on m'a souvent interrogé sur les platistes, sur les anti-vax, etc. J'ai fait une double page dans La Croix il y a quelques mois où la journaliste me disait « mais ces gens-là, ils pensent faux, etc. » J'ai dit « oui, mais il faut les écouter. Il faut leur parler. Il faut maintenir le lien. Il faut maintenir le lien. » J'avais fait dans le temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, Dominique, un truc étrange et original. On était une petite bande, c'était une expérience absolument passionnante. Il y avait des gens qui étaient venus vers nous en disant mais j'entends des propos racistes autour de moi, qu'est-ce que je fais? Ah ben ça, c'est intéressant. Ça, c'est une belle question. Bon. Et moi, j'ai toujours défendu, alors peut-être je me trompe, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait parler. Il fallait essayer de comprendre. Et essayer de comprendre, c'est quoi? C'est se mettre à la place des gens, c'est faire un travail d'empathie. Et là, les gens qui venaient vers nous disaient « oh, surtout pas. Je ne veux pas me mettre à la place de l'autre. » Il faut rétablir la confiance, il faut parler. Il faut parler avec les platistes. Mais évidemment, nous, on est là, on a une espèce d'ironie. Même moi, tout à l'heure, j'ai souri quand tu as parlé des platistes, parce que, bon, moi, je trouve ça drôle, les platistes, où la lune est creuse. Voilà, ça ne paraît pas à conséquence, mais moi, je crois qu'il faut parler. Moi, je pense fondamentalement que les personnes, par exemple, qui défendent des thèses anti-vax, toutes les thèses complotistes qu'on connaît, les plus farfelues, les plus grotesques possibles, ne croient pas à ce qu'ils disent. Nous croyons que les gens qui disent quelque chose croient à ce qu'ils disent parce que nous croyons à ce que nous disons. Et tout prouve que les anti-vax ne croient pas à ce qu'ils disent. Par contre, en tenant un discours anti-vax, ils se placent dans une position de rupture sociale, ils reprennent de l'identité, ils regagnent de l'identité. Je peux vous assurer que dans le repas de famille, quand quelqu'un vient dire « la Terre est plate », moi j'y crois profondément, succès assuré. Je veux dire, il y a un repositionnement, il y a une identité qui est recréée chez des personnes qui sont précisément en déficit de ça. Donc il faut discuter, mais il ne faut pas discuter de savoir si la Terre est plate ou pas. Pour moi, ce n'est pas un sujet de discussion avec un platiste. C'est de discuter avec lui le plus honnêtement possible, le plus franchement possible, de savoir pourquoi il prend cette position. Pourquoi lui se glisse dans ça. Et vous constaterez très rapidement qu'il pourra vous dire « oui, bon, on dit que la Terre est plate, mais enfin, c'est pas ça l'essentiel. » Et qu'il va changer rapidement de position parce qu'il a autre chose à dire. C'est quelque chose qu'il dit à travers cet énoncé auquel il ne croit pas. Et c'est ce quelque chose qu'il faut atteindre, c'est ce quelque chose qu'il faut écouter. En démocratie, il faut écouter les autres.
Et il faut que les hommes politiques parlent. Moi, je pense que l'un des problèmes, on est en campagne électorale, enfin, on va être en campagne électorale pour les législatives. Le porte-à-porte, je pense, est décisif. C'est aussi une façon de montrer qu'on va au-devant des gens, hein, et pas uniquement de faire des tweets et de gérer le site internet du candidat, comme le font très bien. C'est marrant parce qu'on a fait des études là, qui ont été des études de mesure du nombre de tweets balancés, et les deux plus brillants, ou en tout cas plus prolixes, c'est un, Zemmour, et deux, Mélenchon. Ça veut bien dire qu'ils ont complètement intégré ça dans la stratégie, mais je pense que le contact et la discussion est important, hein. Le tweet n'épuise pas, hein, loin de là, la discussion. Alors, est-ce que quelques-uns d'entre vous ont des questions à poser? Il y a un micro qui peut circuler. Un appel à la discussion. Alors... Bon, merci. Je ne vais pas poser beaucoup de questions. Je me retrouve pour l'essentiel dans ce qu'a dit Philippe Breton, et j'aurais même pu aussi en rajouter de mon côté. Mais il y a deux remarques que je fais parce que je n'ai pas entendu un approfondissement sur le sujet de l'espace public. L'espace public aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et en quoi contribue-t-il au débat démocratique, donc à l'utilisation de la parole avec un grand P ou avec un petit p. Ensuite, l'autre remarque, c'est un petit échange entre Dominique et Philippe à propos de la presse, mais derrière tout ça, il y a quand même la logique de l'image, l'emprise de l'image aujourd'hui, mais qui est un vieux débat. Déjà autrefois, les philosophes avaient fait des remarques pour lesquelles, disant que l'image a toujours précédé la pensée. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temple et on nous a affiché Genève, déjà du temps du débat, de la réforme, l'image et l'écrit et la parole, c'était un débat. Mais ça veut dire que la notion d'image, aujourd'hui, a pris une dimension telle qu'elle n'est pas sans poser des problèmes, y compris démocratiques, en termes de représentation, et y compris pour les actes de terrorisme. Parce que l'image, c'est la façon de se faire remarquer à quelque endroit qu'on soit. Je m'arrête là parce que je pourrais continuer, mais je ne veux pas du tout vous ennuyer avec ça. Merci. Oui, c'est très intéressant là, cette réflexion sur le poids de l'image. On a beaucoup parlé de la parole au sens purement verbal, mais il y a ce débat de la télévision permanente et de l'explosion des vidéos. Philippe ? Oui, merci pour la question. Je suis en train de préparer. J'ai été invité par la communauté juive pour faire un commentaire sur l'interdit de l'image, la place de l'interdit de l'image dans les différentes cultures, qui est un sujet évidemment tout à fait passionnant. Je ne crois pas qui dépasse d'ailleurs le cadre religieux, puisque le grand condamnateur de l'image, c'est Socrate. Hein. Socrate qui dit... Socrate va encore plus loin par rapport à ce que tu disais sur le contact direct, puisque Socrate condamne l'image, mais il condamne l'écriture, en disant l'écriture trahit, ce qui est vraiment une apologie comme ça. Bon. Mais il ne faut pas se tromper, je crois, à la fois dans le texte, je crois que c'est l'Exode 32, que ce soit chez Socrate, que ce soit... C'est pas tellement l'image qui est condamnée, ni l'écriture, ni la statue, ni etc. C'est le fétichisme de l'image. Et on pourrait du coup transposer ça en disant il y a un certain fétichisme qui s'est aujourd'hui instauré, qui fait que nous... Alors le fétichisme, c'est quoi ? C'est au fond être prisonnier de l'image. Le fétichiste est prisonnier de sa pulsion. Donc on est prisonnier de l'image. Là où la démocratie nous dit lis, mais réfléchis à ce que tu lis. Regarde l'image, mais réfléchis à ce que te dit cette image. Et si je ne réfléchis pas à l'écriture, si je ne réfléchis pas à l'image, si je ne réfléchis pas à l'orateur politique qui, avec son émotion, vient dans un grand meeting m'embarquer, là, je suis dans quelque chose de l'ordre du fétichisme. Et la sagesse qui nous vient de l'Ancien Testament, en passant par la philosophie grecque, nous met en garde, non pas contre l'image, mais contre le fétichisme de l'image. Donc je ferai peut-être cette nuance-là. En un mot, qu'est-ce que c'est l'espace public ? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est ce qui n'est pas l'espace privé. ce qui déplace un peu la question, mais je crois que la question, c'est vraiment l'espace privé, la délimitation de l'espace privé. Et aujourd'hui, il y a une agression continue, absolue, permanente, de l'ensemble des messages qui nous parviennent, quelle que soit leur source, pour, encore une fois,
faire effraction sur notre espace privé et tenter de contrôler quelque chose, de ce point de vue-là. Donc, l'espace public, je veux dire, remettre l'espace public, c'est permettre cette distinction espace public et espace privé. Débat public, oui. Bien. Alors, à propos de transparence, puisqu'il y a aussi cette notion qui a été évoquée, il y a le fait que c'est une fausse transparence, parce qu'en fait, quand les gens parlent d'eux, c'est uniquement pour se mettre en valeur. C'est les tweets, les vidéos qu'on poste, que ce soit sur TikTok ou autre, c'est quand on est dans une situation valorisante. Regardez le bel endroit de vacances où j'ai été, hein, pour prendre un exemple standard qui occupe énormément de postes et de propositions. Hein. Regardez le plat magnifique que j'ai mangé. Mais c'est d'une part des banalités qui n'ont aucun intérêt, mais c'est aussi une fausse transparence dans le sens où les gens se mettent dans des positions valorisantes alors qu'ils cachent la vraie problématique. Oui, oui. Hein. On est finalement un peu dans... On est tous comme les mémorialistes du XVIIe siècle qui écrivaient leurs mémoires, et un vieux capitaine ou colonel qui racontait sa campagne du Palatinat, et il vous racontait ça comme s'il avait été un acteur décisif et un héros. Hein. C'est comme si dans la Chartreuse de Parme, Fabrice, tout d'un coup, se mettait en situation comme si ça avait été un des éléments qui avait fait basculer la bataille. Donc, cette transparence, oui, l'exhibitionnisme, oui, mais l'exhibitionnisme n'est pas un gage de sincérité. Ça ne montre pas. Voilà. L'exemple typique, c'est celui de la pornographie, qui est la matrice de la société, de la modernité, c'est la pornographie, c'est-à-dire l'exhibitionnisme du plus intime possible. La pornographie, c'est 40% des recherches sur Internet, c'est les 10 premiers mots-clés sur Google. Tout ça, on ne nous le dit pas, mais Google retire les consultations pornographiques de son classement des 10 premiers, parce que les 10 premiers, ce sont des consultations de recherche de sites pornographiques. Ça renvoie à une interrogation, les gens ont une interrogation sur la sexualité. La pornographie n'y répond pas, parce que comme tu disais très bien, c'est une fausse transparence. C'est-à-dire la pornographie ne montre pas la véritable intimité du rapport sexuel, elle en montre une apparence, une forme, une comédie, mais elle montre autre chose que ce qu'est véritablement le cœur de la chose. Une autre question ? J'avais une question qui prolonge l'échange que vous avez eu. Je vais un peu plus loin. Ma question, excusez-moi. Ma question, c'est à l'heure des réseaux sociaux, est-ce que la démocratie a un avenir ? J'explicite, c'est-à-dire qu'en 2000, on avait vraiment l'impression que l'avenir du monde, c'était la démocratie. L'ancienne Union soviétique était en train de devenir démocrate. Aujourd'hui, Orban vient d'être réélu il y a 2 jours, alors qu'il est dans l'Europe. La Chine, on avait l'impression d'un mouvement vers une forme d'ouverture de la Chine à la démocratie. On avait l'impression que c'était quand même un peu le summum, l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les Chinois sont capables de vous expliquer que c'est mieux la non-démocratie que la démocratie. Ils le disent comme c'est leur position à l'ONU. Et d'autre part, dans nos propres sociétés, on commence à avoir une majorité de jeunes qui pensent que finalement, la démocratie, c'est pas si important et qu'avoir quelqu'un qui aurait un pouvoir non démocratique, finalement, serait peut-être plus efficace. Donc, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'émergence des réseaux sociaux, parce que 2000, c'est à peu près le moment où ça a commencé. Oui, merci pour cette question. À la fois, elle est essentielle et en même temps, elle concerne l'avenir et on ne peut pas dire grand-chose. C'est ce que j'ai essayé de montrer tout au début de mon exposé. Je crois qu'il faut distinguer entre ce qui fait le fondement de la démocratie et les formes culturelles qu'elle prend. Après tout, il y a des tas de démocraties. La démocratie américaine n'a rien à voir avec la démocratie française, qui est très différente de nos voisins allemands. Il y a des formes culturelles de la démocratie, mais il y a un fond. C'est ce fond qu'il faut, à mon avis, dégager pour réfléchir sur l'avenir. Ce que je vais dire est purement spéculatif, mais je crois que la forme culturelle qu'a pris la démocratie en France et dans beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui, elle est morte. C'est terminé. Ça ne marche plus. Quelque chose ne marche plus. Tout le monde le sait. On continue à le faire vivre parce qu'on a peur de changer de régime. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont exclus. Les abstentionnistes ne sont pas des pêcheurs à la ligne. Hein.
Les abstentionnistes sont des gens qui expriment quelque chose. Moi, je pense que sociologiquement, c'est le corps électoral le plus important, les abstentionnistes. En plus, c'est eux qui font un peu les élections. L'abstention, c'est la reine de l'élection. Donc je crois que les formes actuelles, elles sont... Mais comment dire, c'est un peu normal. Je veux dire, c'est comme ça s'use, c'est dépassé. Là où il y a une difficulté, c'est que... avec ce que nous subissons aujourd'hui, par exemple, du point de vue de la violence, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, nous sommes dans l'incapacité de penser l'avenir. C'est une panne d'avenir dans laquelle nous sommes. Du coup, c'est glisser une proposition d'avenir depuis l'après-guerre, d'ailleurs, parce que le problème remonte à l'après-guerre. Le grand traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas terminé. Nous sommes toujours là-dessous. Nous avons du mal à imaginer l'avenir. Et il y a une espèce d'avenir de substitution, une promesse d'avenir qui s'est glissée, c'est les nouvelles technologies. La société de communication. L'annonce de l'ordinateur en 1949 a été fait, c'est Norbert Wiener, un mathématicien américain, un des inventeurs de l'informatique, qui a dit, devant l'incapacité aujourd'hui des hommes et des appareils de la politique, nous allons proposer une nouvelle société, la société de communication. Bon, c'est une tendance qui est là très très forte. On n'arrive plus à penser l'avenir autrement qu'en termes technologiques, les progrès technologiques du futur. Même la solution à la crise climatique, nous la pensons en termes technologiques. Alors qu'à mon avis, il faut peut-être la penser autrement. Donc nous sommes dans une situation un peu dépressive, c'est-à-dire une panne de projet, par rapport à la façon dont nous pourrions faire évoluer la démocratie. Mais, comment dire, restons optimistes, c'est probablement la plus vieille invention qui est la plus solide. Ça fait 2500 ans qu'on a cette vieille idée, d'ailleurs qui n'est pas née qu'à Athènes, c'est une idée qui est née un peu partout. On dit toujours Athènes, on a raison, c'est là que ça s'est institutionnalisé, mais les anthropologues ont découvert toute une série de lieux en Amérique du Nord, en Afrique, etc., où il y a eu émergence de systèmes démocratiques, parce que, et c'est ça que nous n'arrivons pas assez à argumenter, nous n'argumentons pas la démocratie. Il faut argumenter ce que nous permet la démocratie. La démocratie, fondamentalement, c'est ce qui permet, 1, de faire reculer la violence, 2, de donner plus de place à la personne, à l'individu. Mais il faut que moi, je suis frappé de voir que personne n'argumente la démocratie. On considère que c'est un acquis ou que c'est quelque chose qu'on a toujours connu, je ne sais pas. Mais on n'argumente pas. Donc, il va falloir prendre notre bâton de pèlerin et dire... Pourquoi est-ce que nous voulons la démocratie et pourquoi nous voulons la faire évoluer? C'est quoi les avantages de la démocratie? Donc il faut reprendre, encore une fois, pour remettre la chose sur le métier et convaincre, argumenter sur les bienfaits de la démocratie. La démocratie, elle a ces 2 bienfaits essentiels. C'est une société plus douce à vivre et une société dans laquelle j'ai plus de place, moi. Bien, on va prendre peut-être encore une ou 2 questions, pas plus peut-être, pour ne pas vous retenir trop longtemps. Oui. Bonsoir. D'abord, merci pour votre réflexion. Je voulais savoir, vous avez utilisé plusieurs fois le terme de société de communication. Je crois même que Roman Jacobson parle de société d'hypercommunication. Je voulais savoir, dans ce contexte, dans cette société, dans quelle mesure l'usage d'un vocabulaire propre à la guerre, d'un champ lexical propre de la guerre, vous l'avez cité, Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, l'usage de ce vocabulaire par des figures qui sont censées inspirer la confiance. Vous avez aussi parlé de la confiance, là on parle du président, et le relais qui est fait par les médias de ce vocabulaire qui est fort, on parle de guerre. Dans quelle mesure cet usage s'inscrit dans cette tendance d'affaiblissement de démocratie que vous décriviez, l'usage de ce vocabulaire? La guerre, c'est toujours l'affaiblissement de la démocratie. Un pays en guerre ne peut pas être démocratique, même si c'est une démocratie formellement. Parce qu'il y a un certain nombre de décisions à prendre, il faut un chef, il faut une hiérarchie, il y a un certain nombre d'ordres qu'on ne peut pas discuter. Dès qu'une société démocratique est confrontée à la question de la guerre, elle devient moins démocratique. Je dirais presque, on ne peut pas, comment dire, s'il y a nécessité d'envoyer les hommes au combat, on ne peut pas les réunir pour faire une assemblée, une ecclésia, où chacun va venir au milieu dire comment il faut diriger la manœuvre. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, Athènes, on discutait de tout sauf des affaires militaires qui étaient confiées aux militaires dont c'était la compétence. Donc, toute situation de guerre obère, fait régresser la démocratie. Est-ce que ça veut dire, par rapport à votre question du champ lexical, est-ce que ça veut dire que
en dehors de ces situations de crise, il faut utiliser un vocabulaire guerrier. Non, bien évidemment. On parle aussi de guerre de l'information. Là, c'était guerre contre une maladie, mais c'est une guerre, ce sont des combats, ce sont des armées qui s'affrontent. Là, on applique un vocabulaire donc justement des combats sur des choses qui n'en sont objectivement et factuellement pas. C'était plus sur cet axe-là que je posais ma question. Je serais d'accord avec vous sur la crise sanitaire. Pour la crise sanitaire, c'est une espèce de métaphore. Hein. Le virus a une volonté de conquérir le monde, ça c'est clair. Hein. On l'en empêche, on a raison, mais ce n'est pas pour autant une guerre. C'est un abus de langage et quelque chose qui, évidemment, n'est qu'une analogie. Hein. Évidemment, même si, par rapport à la lutte contre le virus, il faut organiser une société. Et voilà. La guerre de l'information, je serais un peu plus en différence avec vous, au sens où l'information, et je ne sais pas si Dominique ne me contredira pas, l'information ou la désinformation peut tuer. On tue beaucoup plus sûrement les gens avec de la désinformation, c'est-à-dire en faisant prendre à l'ennemi de mauvaises décisions qui vont lui faire avoir des pertes considérables. Donc il y a une guerre de l'information, on le voit bien en ce moment. Je veux dire, si un régime qui nous est hostile réussit à couper Internet dans notre pays, ça va changer notre vie quotidienne. Hein. On va mettre un certain temps à se réadapter. Hein. On va, pour quelque temps, revenir un peu à l'âge de pierre. Hein. Parce que nous avons tout confié à Internet et que si vous coupez Internet demain, déjà, vous n'avez plus d'argent demain matin. Pour commencer par l'essentiel et le plus immédiat. Vous ne pouvez plus communiquer avec les autres, puisque tout passe par Internet. Essayez de réfléchir dans un de vos rêves nocturnes, quand vous n'arrivez pas à dormir, ce que serait qu'une société sans Internet. Hein, et toutes les conséquences que ça aurait pour vous. Donc la guerre de l'information, pour moi, ça existe, c'est-à-dire on fait la guerre aussi avec de l'information, en trafiquant l'information. Pour la guerre de l'information, il y a deux choses. Il y a la guerre de l'information contre la désinformation, hein, la guerre de l'information contre la propagande. Hein, et là, effectivement, ce que dit Philippe, une société en guerre n'est plus une société démocratique au sens où l'information ne circule plus librement. Prenez l'exemple de la guerre de 14. Au début de la guerre de 14, dès le mois de septembre, il y a des offices de censure qui se sont mis en place partout et tous les journaux, y compris les journaux privés, le journal, le Matin, le Petit Journal et tous les grands titres de l'époque, devenaient férocement anti-Bosch. Du jour au lendemain, il y a eu un déferlement de haine et un déferlement d'exaltation de la guerre menée par la France, y compris par des gens qui, 3 mois avant, étaient encore les plus pacifistes qui soient. Et c'est bien parce que la guerre de l'information était, à un moment donné, une saturation de l'espace. Et je pense que dans la guerre de l'information, il y a à la fois le combat de l'information contre la désinformation, mais il y a aussi cette méthode d'éjecter toute autre information que la parole officielle, ce que fait très bien Poutine. Hein, vous voyez bien, on a parlé des opposants tout à l'heure qui étaient, même s'ils sont 20 sur une place de Saint-Pétersbourg ou de Nijni Novgorod, ils sont 20 et il y a tout de suite 100 flics qui arrivent et qui les embarquent. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas laisser d'interstice dans lequel une parole autre que la parole officielle puisse s'introduire. Et cette saturation de l'espace, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le silence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vide nulle part pour que seule une parole officielle s'impose. Et on a donc là quelque chose qui est le retour de la parole verticale dont je parlais tout à l'heure, accaparée par ce qu'il faut bien appeler une dictature. Poutine aurait très bien pu être le continuateur de Gorbatchev et faire en sorte qu'on aille vers une démocratie, hein, au même titre que certaines anciennes républiques soviétiques sont des démocraties aujourd'hui, à commencer par les 3 pays baltes, hein, qui sont passés quasiment du jour au lendemain de l'URSS à une société, à un des pays indépendants, et passant à un pays indépendant et recouvrant leur souveraineté,
se sont tout à fait immédiatement ralliés au principe de la démocratie et de la circulation de l'information, à tel point qu'en 2004, ils ont pu rejoindre l'Union européenne. Mais c'est bien tout le problème des dictatures d'aujourd'hui, c'est le monopole de la parole. On a parlé de la Chine, monsieur parlait de la Chine tout à l'heure. Effectivement, quand il y a eu en 1997 le retour de Hong Kong à la Chine, mainland China, enfin la Chine continentale de Pékin, on a eu cette espèce d'utopie en disant mais c'est très bien parce que finalement la démocratie qui existe à Hong Kong va irriguer progressivement la Chine continentale et en même temps que le niveau de vie augmente considérablement dans la Chine continentale de Deng Xiaoping, on va avoir une conjonction des deux, hausse du niveau de vie, simultanément avec une hausse de la liberté de l'information. Or, vous voyez bien que c'est exactement le contraire qui se passe. Regardez ce qui se passe à Hong Kong, c'est un verrouillage complet de la parole. Et tous les démocrates de Hong Kong ont été mis en prison, comme les démocrates de Russie sont mis en prison quand ils osent parler de guerre. Donc effectivement, je pense qu'il y a deux modèles qui sont en train d'émerger, et avec la puissance démographique de la Chine, il y a évidemment une tentation de la Chine d'exporter son modèle qui est enrichis-toi, mais ferme là, j'allais dire ferme ta gueule, mais vous m'avez bien compris. Et c'est exactement ça. Et ça peut être un contre-modèle à la démocratie. Et c'est pour ça, on revient à ce qu'on disait au tout début de notre discussion, la démocratie est quelque chose de fragile. Et il faut que nous, en tant que citoyens des pays démocrates, nous ayons non seulement la volonté de défendre ce modèle, mais aussi les arguments pour le faire. Et on rejoint là le problème de l'apprentissage de la parole. Il ne suffit pas de dire comme le ravi de la crèche en disant la démocratie c'est le plus beau système qui soit, mais encore faut-il le démontrer à tous ceux qui sont tentés par le pouvoir du sauveur, l'homme providentiel qui va arriver et qui va d'en haut visser tout et remettre tout d'équerre. Voilà, bien, écoutez, merci mille fois à Philippe de cette discussion que j'ai trouvée passionnante. Encore une question, monsieur. Alors on va prendre la dernière, mais je ne voudrais pas qu'on prolonge les meilleures choses ayant une fin. Je vais être très court. Simplement, je voulais... Prenez le micro très près de votre bouche, s'il vous plaît. Je vais être très court dans ma discussion. J'ai eu l'occasion de lire un livre il y a 16 ans, écrit par Philippe Breton. Et à la fin de la lecture de ce livre, je dis, tiens, voilà un lanceur d'alerte. Et aujourd'hui, 16 ans après, il est toujours un lanceur d'alerte. Je le félicite. Parfait. Écoutez, merci. Voilà une belle conclusion. Alors moi, je voudrais... j'ai apporté ce livre qui n'est pas directement sur la parole. Ça s'appelle « Les refusants ». Je trouve tout à fait passionnant. C'est une analyse d'un certain nombre de gens qui étaient des soldats dans des situations où l'injonction était de faire la guerre et de tuer l'ennemi sans pitié et sans quartier, ou des miliciens au Rwanda, et qui, à un moment donné, sans argumenter, c'est-à-dire sans la parole, on dit « non, ça, moi, je ne fais pas ». Et c'est un livre qui est un peu parallèle à toute la discussion qu'on a, mais je vous le recommande vivement. Donc, les refusants, il a quelques années et il est très passionnant. Et un autre, alors, c'est un bon auteur aussi, mais ce n'est pas Philippe Breton, on parlait de la vie privée qui doit être traquée et qu'il ne doit plus y avoir d'espace privé dans les dictatures. Et il y a un livre que je vous recommande, s'appelle « Les chuchoteurs », par un historien, il me semble, s'appelle Orlando Figes, F-I-G-E-S, et qui raconte la vie en Russie, enfin en URSS plus exactement, sous Staline et juste après Staline, où avec les appartements
collectif, toute parole qu'on avait pouvait être espionnée par quelqu'un qui n'était pas de sa famille, mais qui avait eu la pièce d'à côté et qui était tout ouïe et qui pouvait aller faire des dénonciations au KGB. Et là, on avait simplement, par cette organisation des appartements collectifs, l'éradication absolue de la vie privée. Et là, on est au cœur. Le chuchoteur, finalement, c'est la dernière parole qui nous reste, mais elle ne peut pas être une parole à haute voix. Hein, il me semble que c'est un peu une métaphore aussi de toute la discussion que nous avons eue ce soir. Donc merci à vous d'être venus, malgré l'horaire un peu inconfortable. Merci pour cette très belle table ronde, dans tous les cas. Et je voudrais juste vous dire que... Oui, on peut les applaudir. Vous pouvez revoir cette soirée sur le site du Temple Neuf, puisque tout était filmé ce soir et enregistré. Donc c'est conservé sur le site Vimeo, mais vous y accéderez à travers le site du Temple Neuf, ainsi que par la page Facebook aussi. Voilà. Et pour ce qui est de la suite des événements, je mentionne simplement ici, puisque nous travaillons en amitié avec nos amis ici du Temple, les rencontres de la semaine prochaine avec le pasteur Rudy Pop. L'Église a-t-elle appris la leçon Corona ? Voilà. Quant à Déchiré, eh bien, le prochain rendez-vous, ce sera avec nos amis d'Ensemble pour l'Europe qui sont présents ici autour de la fête de l'Europe le 8 mai prochain. En fait, c'est le 9, mais les événements auront lieu le 8 mai, sans doute sur la frontière ici franco-allemande de Strasbourg. Alors on vous tiendra au courant par différents canaux. Il y aura sans doute une marche, une rencontre écuménique, une rencontre franco-allemande. Vous êtes cordialement invités. Bonsoir et bon retour.